Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Addiction et milieu professionnel. Je vous propose de patienter quelques instants, il n'est pas tout à fait 10 heures. Nous attendons environ 500 personnes aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je vous propose de patienter quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. Nous sommes à peu près déjà à 150 personnes connectées, ce qui est déjà bien, mais il nous en manque 350. Donc voilà, je vous propose de rester tranquillement derrière votre ordinateur. Profitez-en pour aller vous servir un petit café. Et nous allons commencer dans quelques instants. Alors, je vous propose également pour patienter un petit sondage qui va apparaître sur votre onglet à droite pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur vous. Donc, ce sondage vient de se publier. Donc, vous avez l'onglet à droite, vous avez un onglet questions, sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Dites-nous si, en tant qu'employeur ou salarié, vous vous trouvez dans une situation liée à l'addiction sur votre lieu de travail. Voilà, c'est simplement un peu pour qu'on puisse savoir qui de vous est dans cette situation. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous êtes bien au webinaire de GEST, l'association des services de santé au travail du Grand Est, donc qui porte aujourd'hui sur l'addiction et le milieu professionnel. Donc nous attendons environ 500 personnes, donc je vous demande encore quelques minutes de patience, le temps que tout le monde puisse se connecter, et nous allons bientôt démarrer. Donc bienvenue, je vois le compteur qui augmente petit à petit. N'hésitez pas également dans l'onglet questions. Ah, je vois justement que Sylvie nous dit qu'elle n'a ni le son ni la vidéo. Alors, n'hésitez pas à nous faire un petit retour si vous m'entendez bien dès maintenant dans l'onglet questions. Alors, si vous avez des soucis de son ou vidéo, merci Charlotte qui nous dit que parfait, elle entend tout. Donc, malheureusement, si vous rencontrez quelques soucis avec la vidéo ou le son, nous ne pouvons pas intervenir puisque cela dépend de votre connexion Internet. Donc, si jamais vous ne voyez pas la vidéo ou que vous avez un débit, soit je vous invite à vous connecter peut-être en partage de connexion avec votre téléphone, si votre Wi-Fi ou votre connexion Internet est instable. Nous avons quand même beaucoup de gens qui nous disent que tout fonctionne, qui nous entendent bien. Effectivement, n'hésitez pas à vous connecter par Google Chrome ou Firefox, donc Mozilla, donc qui sont les deux navigateurs web les plus enclins à fonctionner avec Livestorm. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez encore le temps, on va attendre encore 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Effectivement, tout le monde nous dit que cela fonctionne. Donc, pour les personnes qui ont des soucis, essayez de changer soit votre navigateur Internet ou d'avoir une meilleure connexion. Daniel se demande si son micro est bien coupé. Alors, ne vous inquiétez pas, nous ne vous voyons pas et nous ne vous entendons pas. Vous êtes les seuls à nous voir en vidéo et à nous entendre, mais ce logiciel n'est pas un logiciel de réunion, c'est bien un logiciel de webinaire. Donc, nous n'avons pas du tout accès à votre caméra ou à votre micro. Ce n'est pas un échange. Vous pouvez nous contacter également sur l'onglet questions. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette présentation, le replay ainsi que la présentation PDF que vous allez voir aujourd'hui seront disponibles sur le site internet de GEST et de vos services de santé au travail. Voilà, donc on va patienter encore une petite minute. Donc bienvenue aux derniers participants. Comme je vous l'ai dit, nous attendons environ 500 personnes. Donc je vous propose d'être encore patient pour 1 ou 2 minutes. Et nous allons commencer ce webinaire. Alors, je regarde dans les questions. Alors, Yasmine nous dit qu'elle n'a pas un bon son. Encore une fois, si vous avez des soucis de connexion, il faut soit que vous changiez de navigateur web, soit que vous ayez une meilleure connectique sur Internet. Nous ne pouvons pas, nous, intervenir là-dessus. Donc, sachez également que la présentation sera disponible en replay à la fin de la présentation. Donc, nous avons environ 230 personnes connectées, donc presque la moitié des personnes qui se sont inscrites.
Donc, nous allons bientôt commencer encore une petite minute et nous allons lancer donc, ce webinaire. Les gens pourront nous rejoindre par la suite. Alors, Camille nous demande sur quel site le replay et le PDF seront disponibles. Alors, sur le site internet Geste, que l'on vous communiquera à la fin de la présentation, mais également sur les sites de vos services de santé au travail. Voilà, vous recevrez également un lien directement par Livestorm pour avoir accès au replay. Alors, je vous propose de commencer. Il est 10h05. Voilà, nous avons environ 230 personnes en ligne. Donc, on va laisser le temps aux autres personnes de se connecter et de nous rejoindre. Mais je vous propose de le démarrer dès à présent. Donc, bonjour à tous. Je suis Claire Grunder, responsable communication au sein d'Agestra, donc service de santé au travail de Metz et Thionville. Et je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter un webinaire porté par l'Association des services de santé au travail du Grand Est, GEST, qui porte sur l'addiction et le milieu professionnel. Pour présenter ce webinaire, aujourd'hui, j'accueille Dr Martini, addictologue et médecin collaborateur à l'ALSMT, Magali Trézeux, infirmière en santé au travail chez AST 08, et Laurine Jacob, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui est responsable prévention régionale de l'association Addiction France. Dans les starting blocks en back-office, nous avons également le docteur Mistréanou, médecin du travail à l'ASTME, Nadège Burin, infirmière en santé au travail chez Agestra, et Laetitia Lallemand, infirmière en santé au travail chez RST, qui sont disponibles pour répondre à vos questions, donc sur l'onglet situé sur votre droite. N'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions, on y répondra à l'écrit. Et à la fin de notre webinaire, nous aurons également un temps d'échange. Vous avez un onglet sondage, nous en avons lancé un petit, vous pouvez encore y répondre. N'hésitez pas, donc ces onglets se trouvent sur votre droite. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui dans ce webinaire? Tout d'abord, nous allons vous parler des idées reçues et des représentations que nous avons des addictions. Puis, nous ferons un focus sur la définition. Qu'est-ce que signifie être addict aujourd'hui? Nous vous parlerons bien entendu de l'addiction et du travail. Et en cette période de pandémie qui dure déjà maintenant depuis presque un an, nous ferons un focus également sur la Covid-19 et le télétravail et l'impact que cela a pu avoir sur les addictions. Nous vous parlerons plus en détail du cannabis et de la boulomanie. Et enfin, nous vous parlerons également de comment réagir en tant qu'employeur, en tant que salarié, face à une situation d'addiction et quels sont les moyens de prévention qu'ils sont à votre disposition. Donc, sans plus attendre, docteur Martini, je vous laisse la parole. Dites-nous tout, quelles sont les idées reçues aujourd'hui? Très bien, je vous remercie pour nous accueillir dans ce webinaire qui tombe bien à propos puisque nous sommes en plein défi de janvier. Le défi de janvier, c'est s'interroger sans tabou sur sa consommation d'alcool. Et je crois que dans une société où on a des grosses difficultés à exprimer le mot alcool, ça tombe vraiment bien à propos, ce débat autour des addictions. Alors, première idée reçue qu'on peut retrouver quand on interroge un peu la population, c'est le tabac, c'est un déstressant, ça me permet de gérer des situations de stress au travail, ça me permet de gérer lorsque j'ai un client qui est difficile. Alors, effectivement, on entend beaucoup cette idée-là. Simplement, le tabac est un facteur de stress. Sous le plan physiologique, c'est-à-dire sous le plan des effets au niveau de la santé, on a bien une augmentation de la tension artérielle, un rétrécissement des artères, une accélération de la fréquence cardiaque. La nicotine, c'est un psychostimulant. Donc, vraiment, pour vous détendre, c'est plutôt sortir de la pièce qui est importante, c'est plutôt respirer un bon coup plutôt que de respirer la fumée d'une cigarette. Autre idée reçue, c'est consommer de la bière ou du vin au travail pendant la pause, ça n'empêche pas d'être efficace. Bien au contraire, certains nous disent « Ah ben moi, ça me donne un coup de fouet pour bosser ». Alors, il faut bien se rendre compte que l'alcool, c'est une petite molécule qui va rapidement agir au niveau du cerveau et entraîner des modifications. Alors, c'est un mot barbare, capacité cognitive. En gros, ça va ralentir les fonctions de travail au niveau de notre cerveau. Ça a aussi un impact. Alors, on sait très bien que le risque routier en santé au travail, c'est un risque qui est rare, mais qui est très, très important, donc en termes de mortalité. Donc, vous voyez que la consommation d'alcool va entraîner une diminution de l'acuité visuelle et auditive, des troubles de l'attention et de la concentration et une diminution du temps de réaction. Donc, c'est vraiment un enjeu important, ce combat autour de l'alcool et de la conduite automobile.
Idée reçue 3, consommer de l'alcool ou de la drogue est une affaire strictement privée, ça ne me concerne pas en tant qu'employeur, c'est le salarié qui s'en occupe chez lui. Alors, effectivement, on pourrait raisonner comme ça. Alors, déjà, les conduites addictives, on le verra, c'est multifactoriel. C'est plusieurs éléments qui vont engendrer finalement une conduite addictive et la pérenniser dans le temps. C'est aussi un facteur, et nous, en santé au travail, on est très vigilants là-dessus, sur le maintien dans l'emploi. Et je crois que fondamentalement, l'employeur a à la fois une responsabilité légale, on le verra, mais de définir une politique de santé publique dans son entreprise, de politique de prévention dans son entreprise, c'est véritablement quelque chose qui améliorera les performances de son entreprise et améliorera la santé globale de ses salariés. Donc, on le verra dans le topo suivant. Alors, nos représentations, je vous l'ai dit, souvent on nous parle de la consommation de tabac, votre médecin vous interroge là-dessus, et très peu sur la consommation d'alcool. Alors, cette petite diapo pour vous montrer en fin de compte un peu la répartition des produits. Les 3 premiers produits, c'est alcool, tabac, cannabis, ça reste les premiers produits consommés par les Français. L'alcool demeure le premier produit largement expérimenté. Environ 47 millions de Français de 11 à 75 ans ont déjà expérimenté, c'est-à-dire consommé au moins une fois de l'alcool dans leur vie. Et il y a à peu près au tabac 11 millions de consommateurs quotidiens et 900 000 de consommateurs de cannabis. Retenez pas les chiffres, retenez simplement que alcool, tabac, c'est 110 000 morts par an, évitable, et c'est une mortalité précoce, c'est-à-dire en dessous de 65 ans. Donc on peut vraiment, en réduisant sa consommation d'alcool ou en l'arrêtant, en arrêtant sa consommation de tabac, on peut diminuer cette mortalité. C'est un vrai objectif de santé publique. Il y a aussi un coût social. Je rappelle que l'alcool, coût social, c'est 120 milliards. Tabac, 120 milliards et drogue illicite, c'est 10 milliards. Donc il y a un enjeu de santé publique et l'entreprise doit se positionner, peut se positionner efficacement dans la prévention dans les addictions. Alors là aussi, des courbes qui peuvent paraître pour certains barbares, simplement pour montrer que même s'il y a eu une nette diminution des consommations de tabac ou d'alcool depuis les années 60, on constate un plateau ou des petites variations, un petit plateau en fin de compte, que ce soit pour l'alcool ou pour le tabac. Par contre, vous avez, c'est pour ça que ça fera l'objet d'un focus dans notre travail, c'est des préoccupations qu'on trouve beaucoup dans le milieu de l'emploi, c'est la consommation de cannabis, avec une augmentation depuis une dizaine d'années de l'expérimentation, notamment chez les plus jeunes, et ces comportements de consommation de cannabis ont tendance à se pérenniser, et on sait bien que les jeunes sont des futurs travailleurs, ils sont des futures personnes qui seront dans nos entreprises. Alors, si on focalise, donc on a fait en population générale, l'entreprise, c'est pas un sanctuaire. L'entreprise, c'est des gens de population générale qui vont travailler. Et on voit bien là aussi, quand on regarde sur les 18-35 ans, donc une tranche plutôt jeune qui est en plein dans l'arrivée dans le monde du travail, que, vous voyez, les épisodes de consommation d'ivresse répétée, c'est quand même près de 10% des actifs qui vous relatent, moi, j'ai eu des épisodes d'ivresse répétée, qui fument quotidiennement, c'est près de 30%, et qui ont consommé du cannabis au moins dans l'année, c'est 10%. Alors ne pensons pas que les employeurs ne sont pas intéressés par ça, puisque lorsqu'on les interroge sur un sondage, vous voyez que 85% des dirigeants d'entreprise affirment être préoccupés par les questions de toxicomanie et notamment leur impact au niveau du travail. Donc à la fois en termes de santé publique et en termes de dimension travail, je pense qu'on a vraiment à faire cette cohésion-là et bosser ensemble. Alors, encore un tableau barbare. Simplement, on a toujours cette idée de c'est les ouvriers, c'est le BTP où ça consomme beaucoup, c'est dans le milieu de la restauration que ça consomme beaucoup, les barman, etc., le monde de la nuit. Alors, c'est vrai que ce sont des populations qui sont beaucoup plus à risque parce qu'il y a une corrélation entre charge physique et consommation de produits psychoactifs. Mais vous le savez, de charge physique, on est passé à charge mentale, et la charge mentale est aussi un facteur de consommation de produits psychoactifs à visée stimulante, on le verra tout à l'heure. Donc il n'est pas étonnant de voir, alors là un petit focus sur le cannabis, il n'est pas étonnant de voir dans tout finalement les grands corps de métier, les CSP, de voir une augmentation ou au moins la persistance de troubles liés aux conduites addictives. Donc ça n'est pas focalisé uniquement à certaines professions, c'est l'ensemble du champ, bien évidemment les ouvriers jusqu'aux cadres, jusque même aux dirigeants des entreprises. Personne n'est à l'abri de tomber dans une conduite addictive. Alors, merci, docteur Martini, effectivement, donc pour cette introduction, donc, qui nous dit que c'est vraiment un sujet aujourd'hui d'actualité et qu'il ne faut pas négliger. Donc concrètement, aujourd'hui, être addict, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors oui, alors on entend, le mot addict a longtemps été beaucoup galvaudé, on est addict à tout, addict au sport, addict au sexe, addict au shopping, on a même des parfums qui se vantent de nous rendre addicts. Bref, l'addiction, c'est quoi? Alors déjà, je pense que de définir l'addiction, c'est une maladie chronique du cerveau, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, qui nous affecte. Prendre un produit va affecter le fonctionnement du cerveau et durablement
cette conduite, lorsqu'on a des prédispositions, va affecter véritablement notre cerveau et entraîner finalement une difficulté. Prendre un produit, c'est avant tout un comportement qui va nous générer du bien. On prend un produit parce que ça nous fait du bien, un verre parce qu'on aime le goût de certains types d'alcool. Donc au départ, on le prend parce qu'on a envie de ressentir une sensation de plaisir. Ou bien au contraire, on prend ce produit parce qu'on a une tension interne, une sensation de malaise interne, et que le fait de prendre ce produit ou ce comportement, on verra qu'il y a des addictions sans produit, va faire que je vais soulager cette sensation de manque interne, de tension interne, de stress interne. Donc rappelons, au départ, on prend un produit finalement parce que ça nous fait du bien. Mais l'addiction, c'est ça qui est terrible, c'est que si au départ ça nous fait du bien, finalement au départ, on va répéter ce comportement, ça va s'épuiser et malgré la connaissance de ses effets, on va poursuivre ce comportement. Alors juste une petite précision, vous avez des addictions qui sont avec et sans substance. Donc quand on dit addiction, on a souvent le produit, c'est l'alcool, l'héroïne, le cannabis, etc., ou certains médicaments. Mais il y a aussi des comportements addictifs qui concernent les jeux d'argent, les jeux de hasard ou d'argent, ou maintenant la cyberdépendance. Alors, voilà, je pense qu'on peut résumer sur ces quelques dias, c'est le besoin l'emporte sur le désir, où il n'y a plus de la notion de plaisir, comme certains peuvent nous le dire, et on est vraiment à la recherche, au lieu de gérer nos émotions, on les gère, ces émotions, par une sensation. Qu'on soit anxieux, déprimé, eh ben, on va prendre le produit et on va donner une sorte d'euphorie. L'euphorie, c'est une sensation, c'est pas une émotion. Et finalement, le produit ou le comportement va envahir l'ensemble du champ du plaisir et on va être focalisé, on va perdre le contrôle. Tout notre organisme, tout notre psychisme va être tourné vers la prise du produit qui devient prioritaire et impérieuse. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont connaissance de leurs difficultés, mais qui vont être, si vous voulez, accrochées à ce produit, accro-addicts. Voilà. Donc, on ne devient pas addict comme ça. C'est la conjonction de trois facteurs qui vont s'intriquer plus ou moins selon les personnes. Déjà, la nature du produit. Tous les produits ne rendent pas addicts de la même façon. Le tabac est un produit qui va rendre addict, donc dépendant, donc très rapidement. L'alcool, ça peut mettre plus de temps. Le cannabis aussi. L'héroïne va rendre, ou la cocaïne, très rapidement dépendant. Donc la nature même du produit va engendrer des niveaux de dépendance. Alors, certains parlent d'addiction alimentaire, de chocolat, etc. Effectivement, c'est plus des troubles du comportement alimentaire. Donc la nature du produit joue. L'individu, tout le monde, d'accord, nous sommes différents, nous avons des histoires de vie différentes, nous avons des fragilités qui sont différentes, nous avons aussi des points positifs, des compétences psychosociales différentes, et le poids génétique aussi peut jouer. Alors tout de suite, attention, il n'y a pas un gène de l'alcool, il y a probablement plusieurs facteurs génétiques qui pourraient entraîner finalement une plus grande fragilité lorsque je vais prendre un produit. Enfin, l'environnement, et là l'entreprise se situe dans cette partie de l'environnement, un contexte de vie familiale difficile, ou si l'alcool est présent très précocement dans nos vies, sur nos tables, ça peut être un facteur d'entraînement, des séparations, des licenciements, des difficultés au travail, sont des facteurs qui vont pouvoir nous amener à recourir aux produits. Donc vous voyez que c'est la conjonction de ces trois facteurs qui vont amener finalement à un individu à devenir dépendant. D'où l'idée d'intervenir sur le produit, l'individu et l'environnement. Et l'environnement, c'est aussi le monde du travail. Alors, rapidement sur le plan neurobiologique, alors il y a une hormone, c'est un neurotransmetteur, c'est un peu la dopamine, si vous connaissez. La dopamine, c'est une petite molécule qui se trouve dans le cerveau. Et lorsqu'on va avoir une situation intéressante pour nous, alimentation, etc., ça va nous déclencher de la libération de dopamine. Et cette dopamine va engendrer une sensation de plaisir ou de soulagement. Le produit, l'individu, l'environnement, je vais prendre un verre, je vais apprendre finalement dans la phase de poursuite, à automatiser ce comportement, je vais apprendre à boire, je vais apprendre à rouler ma cigarette, je vais apprendre à me connaître en tant que consommateur, et il va y avoir ce qu'on appelle un conditionnement. Donc, si ce comportement, je le trouve sympathique, la dopamine me dit, ça c'est un comportement sympathique, poursuis ce comportement. Je vais le poursuivre, apprendre, et puis d'un seul coup, vous voyez, le revers de la médaille, c'est que quand j'ai plus ce produit, je vais me sentir moins bien. Sensation de manque, physique, émotionnel, stress, irritabilité, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tout de suite me dire, il faut que je reprenne ce produit ou reproduise ce comportement. Donc, je vais éviter cette phase qu'on appelle le wanting, je vais reprendre le produit. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va perdre le contrôle. Notre cerveau, il va s'automatiser autour d'un seul objectif, me donner du plaisir ou éviter les effets négatifs du manque du plaisir. Donc, on est vraiment dans une maladie du plaisir que c'est cette addiction.
Très bien, merci docteur Martini. Donc voilà, maintenant on sait exactement de quoi on parle, hein, puisque c'est important aussi de bien définir les termes. Donc concrètement, pouvez-vous nous parler des addictions et du travail? Qu'en est-il de ce côté-là, qui est donc le sujet même, notamment de notre présentation? Alors après ce focus général, donc on va finalement placer la focale sur le monde du travail. Alors, on a tendance à dire aussi que le travail, finalement, est un facteur de risque de consommation. Pourquoi? Parce que le produit a des fonctions d'anesthésie. Pour tenir physiquement, on entend souvent, ça me permet de calmer ma fatigue, ça me permet de gérer le stress, ça me permet, par exemple, quand je suis sous-employé, quand je suis sans activité, de gérer l'ennui. Et ça permet aussi, lorsqu'on parle des troubles musculo-squelettiques, de calmer la douleur. Le soir, avant de m'endormir, j'ai mal partout, je sais qu'un verre d'alcool va me détendre, va me déstresser et va me permettre de dormir. C'est ça, récupérer. Là aussi, le lâcher prise, faire une coupure, l'effet sas. On le retrouve avec la cigarette. Hein. La pause, c'est pause, cigarette, café, c'est l'effet sas. J'ai besoin du produit pour faire cette pause. Donc là aussi, récupérer. Stimuler, euphoriser, désinhiber. On est là aussi dans les vertus, entre guillemets les vertus bien évidemment, dans les effets recherche dopantes. Rester vigilant, assurer. Donc, c'est des produits psychostimulants qu'on peut retrouver. C'est la cocaïne, par exemple. C'est le tabac. Gestion, par exemple, de mon travail de nuit avec la cigarette. C'est améliorer mes performances et optimiser mes performances par le prix d'un produit. Alors après, ça, c'est toujours contrebalancé. C'est-à-dire que si je suis tellement euphorique et tellement désinhibé, il faudra un moment que je me calme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir recours à un produit, et là, on arrive à la polyconsommation, à un produit qui plutôt va me faire descendre. Je vais prendre de la cocaïne, pour descendre, pour me sentir mieux et pour éviter le syndrome de manque de cocaïne, je vais prendre de l'héroïne, qui elle-même va générer, vous voyez, un syndrome de manque. C'est un peu un cercle vicieux qui s'installe. Autre chose, et ça on le voit de plus en plus apparaître, par le biais de ce mot barbare anglais, l'afterwork, on voit apparaître aussi la consommation de produits psychoactifs, notamment l'alcool, comme un moyen d'intégration, d'entretenir la convivialité. Je veux être comme les autres. Si les autres vont consommer, je vais consommer. Donc, si je suis dépendant de l'alcool ou malade de l'alcool et que je me soigne, et que est organisé un peu d'entreprise, est organisé un after work, où finalement mes collègues vont consommer, je vais me sentir en grande difficulté. Vous voyez donc toute la difficulté dans ces pots d'entreprise. On verra la responsabilité de l'employeur concernant les pots d'entreprise. Donc, c'est aussi une stratégie de présentation de soi. Qu'est-ce qu'on va dire si je ne bois pas d'alcool? On va me dire, tu es malade? Ou alors, si je suis une femme, excusez-moi, stéréotype, elle est peut-être enceinte. Vous voyez, donc il faut être vraiment très vigilant sur ces idées reçues. C'est un facteur aussi d'intégration, ça ne devrait pas l'être. Mais aussi le travail, et pour nous addictologues, quand on les soigne, et pour nous aussi médecins du travail, c'est aussi un facteur d'intégration fabuleux. Et je crois qu'il faut aussi le dire, il n'y a pas que le versant négatif du travail, il y a un versant positif. Le travail nous fixe un cadre, nous fixe des limites de consommation, nous fixe des règles en lien avec notre société et notre environnement. C'est aussi un fabuleux outil d'estime de soi et de satisfaction personnelle, quand tout va bien au niveau de l'entreprise, bien évidemment. C'est un facteur d'équilibre psychique qui est un facteur qui protège les addictions. Et dans le soin, finalement, permettre à un salarié, et nous, addictologues, à un patient, d'arriver, de retrouver son emploi, c'est un signe de réussite du traitement des addictions. Donc il y a le versant négatif, d'accord, de risque par rapport à une situation de travail qui serait mal vécue, mais il y a aussi un fabuleux outil, le travail, et l'entreprise a un vrai rôle là-dedans, et le médecin du travail aussi a un vrai rôle pour permettre à ces sujets addicts de se soigner par le travail. Alors, ça affecte comment l'addiction? Alors, on a mis uniquement ici les éléments physiques, mais de point de vue physique, effectivement, vous avez des effets directs, somnolence, agitation, hallucination, arrêt cardiaque, inconscience, bon, des choses qui peuvent faire effectivement très peur. Je rappelle que la première complication de l'alcool, c'est l'ivresse. C'est la première complication d'une consommation de produits psychoactifs, c'est l'ivresse pour l'alcool. Ça a aussi des effets à long terme, on a vu pour le coût social de la consommation, cancer, cirrhose, difficultés respiratoires, avec son lot d'arrêt de travail et d'arrêt maladie. Mais il y a aussi des conséquences psychiques. Les produits sont dépressogènes, ça va entraîner un sentiment de mal-être. C'est des produits qui sont anxiogènes, qui vont entraîner un sentiment d'être angoissé, stressé. Et puis en plus, si vous avez du manque, ça se rajoute. Donc, conséquences physiques et psychiques de ces addictions. C'est, je crois, une réelle souffrance. Et si je reprends le mot addiction dans son sens ancien, addicere, c'était chez les Romains une contrainte par corps. C'était vraiment une contrainte forte par corps. D'accord, merci beaucoup donc pour toutes ces informations. Maintenant, donc aujourd'hui, nous le savons, cela fait plusieurs mois, presque un an que nous évoluons donc dans une
une situation sanitaire très particulière qui est la pandémie donc, de la Covid-19. Ça a amené énormément de salariés à être mis en télétravail par choix ou non. Alors, quel a été finalement l'impact justement de la Covid-19 et du télétravail sur les salariés et les addictions? Merci. Effectivement, on est dans une situation qui se poursuit, une situation un peu difficile sur le plan sanitaire, bien sûr, mais aussi sur le plan personnel, puisque cette situation sanitaire a engendré des privations de liberté. On a parlé au départ de distanciation sociale qui faisait qu'on ne devait plus rencontrer de monde à distanciation physique. On peut rencontrer du monde, mais en maintenant un seuil de 2 mètres maintenant. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement perturbant. Je rappelle que l'homme est un être grégaire, nous sommes un être social. Ça a généré des situations d'anxiété et on l'a vu que l'anxiété est un facteur de risque de prise de produits psychoactifs, justement un peu comme aspect automédicament, comme autotraitement. Ça a été une déstabilisation aussi au sein de nos entreprises et je crois qu'il a fallu s'adapter au niveau de chaque entreprise à cette situation hors norme qu'on n'avait pas connue depuis des siècles. Heureusement. Donc, ça a aussi entraîné pour nos salariés, pour nos patients, pour nos usagers, une difficulté d'accès aux soins, puisque des services ont dû fermer, ont réduit leurs consultations, il y avait constamment des reports pour certains prises en charge de soins. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup déstabilisé, notamment lors du premier confinement, nos salariés, nos entreprises et notre système de soins. Ça a généré aussi des difficultés financières, parce que comme vous le dites justement, l'activité partielle s'est mise en place, certes, il y a eu des aménagements financiers, mais pour certains, il y a eu quand même des pertes de revenus, et surtout cette angoisse, ce stress de est-ce que finalement mon entreprise, est-ce que ma société va se relever de cette pandémie. Donc vraiment une situation qui a perturbé notre fonctionnement. Mais là aussi où il ne faut pas voir tout noir, ça a permis aussi de développer naturellement d'autres façons de travailler. Et d'autres façons de travailler, c'était le télétravail. Alors le télétravail, vous l'avez bien dit au début, subi ou choisi. Alors quand il est choisi, effectivement, c'est quelque chose qui est une meilleure acceptabilité, mais pour certains, ça a été subi. Ça a été générateur d'isolement social. Je me retrouvais chez moi sans pouvoir discuter avec les collègues, sans pouvoir faire des fois un temps de pause et salutaire pour moi. Ça a été aussi difficile de gérer son organisation, gérer entre ce qui est du privé, de ce qui est du professionnel. Vraiment, ça a été un facteur qui peut être très déstabilisant. Il a fallu s'adapter à ce nouveau mode. Ça a été du côté des salariés, mais ça l'est aussi du côté des managers qui ont dû trouver d'autres façons de manager leurs équipes à distance. Ça a été la révolution numérique aussi, avec des nouveaux outils. Le webinaire ici en est un exemple criant. Donc, bien sûr, qui n'a jamais rêvé de travailler chez lui? Mais du coup, on perd certaines limites de la consommation de produits. Finalement, je suis derrière mon écran, je peux fumer, alors que dans mon open space, je ne pouvais pas fumer, puisque on m'interdisait de fumer dans un espace de l'entreprise. Et ça a été aussi un élément qui a fait que les consommations de produits psychoactifs dans cette période-là, ont pu effectivement augmenter. Donc, là, on le constate. Vous avez eu les consommateurs les plus réguliers. Ils ont certes, en tout cas, il n'y a pas eu une baisse de consommation. Il y a eu plutôt soit un maintien, soit une augmentation des consommations de tabac et d'alcool. D'ailleurs, quand on regarde le parallèle, c'était la vente de substituts nicotiniques pour arrêter le tabac. On a vu que cette vente de substituts nicotiniques s'est plutôt effondrée pendant cette période-là. Le cannabis, là aussi, on pensait que malgré le confinement, les restrictions, on en aurait moins. Il y a eu une disponibilité quand même de l'offre et les gens ont maintenu cette consommation de cannabis. Les médicaments psychotropes, alors là, c'est un point de vigilance pour nous, puisqu'on a eu effectivement une augmentation de consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères, à suivre par ailleurs. Et ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'est effectivement le report sur le poker en ligne. Il y avait beaucoup de jeux de paris en ligne, paris sportifs en ligne, mais comme les paris sportifs étaient effectivement interdits, du moins il n'y avait plus de paris sportifs puisqu'il n'y avait plus de compétition sportive ou de course PMU, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont reportés là aussi vers le poker en ligne, par exemple, qui a eu un essor constant pendant ces périodes-là. Vous voyez, une nette augmentation parce que c'est plus simple, parce que je suis devant mon écran, parce que je suis devant mon ordinateur. Il y a moins de cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle. Ça implique que nous, managers, nous, services de santé au travail, on doit être vigilants et on doit aussi nous adapter à cette nouvelle façon de travailler. Donc, c'est proposer bien sûr des actions de sensibilisation,
c'est toujours être vigilant, on le verra dans la suite du topo qu'on vous a construit de manière pluridisciplinaire. C'est toujours préserver ce contact et ce lien. Je pense que c'est très important. Nous sommes des êtres de lien social. Ce lien, c'est par le téléphone, c'est par des visioconférences régulières, c'est par du café du matin à distance et pas les apéros web. D'accord, où les apéros web étaient souvent l'occasion de consommer un alcool. On peut consommer un apéro sans alcool, c'est possible aussi, c'est même plutôt souhaitable. Et ça, c'est très important de maintenir, d'être vigilant. Le manager doit être vigilant, le service de santé au travail doit être vigilant. D'autant plus qu'on voit apparaître des risques psychosociaux, isolement, difficulté de déconnexion, on le verra avec la boulomanie. C'est aussi l'apparition de TMS. Je suis moins bien installé sur mon écran que dans mon monde professionnel. J'ai pas forcément un bureau équipé de manière correcte. Du coup, TMS, douleur, tiens, le soir, j'ai mal, je me déstresse, je prends un verre d'alcool. Vous voyez que on doit repenser, et l'entreprise, le service de santé au travail, et même nous, et même les addictologues, doivent repenser leur manière de voir finalement la prévention et le soin. Mais on a effectivement des leviers puissants, et on va les voir tout à l'heure. Donc, là, je vous le dis, c'est pour fixer un peu, c'est mettre en place des groupes de communication internes, c'est faciliter le travail en équipe et maintenir une transparence sur le planning. Très bien, merci beaucoup, docteur Martini. Donc maintenant, Magali, je vous propose de prendre la suite et de pouvoir nous parler notamment du cannabis. Donc n'hésitez pas à mettre votre PowerPoint en grand écran, s'il vous plaît. Alors, on attend les petits aspects techniques. Alors, par contre, votre PowerPoint n'est pas lancé en grand écran pour le moment. Alors, là, c'est bon. Alors, moi, je suis en grand écran. Ah, alors apparemment, nous avons un petit souci technique que nous n'avions pas tout à l'heure. Nous ne le voyons pas en grand écran. Il faudrait juste décocher, utiliser le mode présentateur à droite. Quand vous voyez, est-ce que c'est décoché? Excusez-nous pour ce petit contretemps. Est-ce que c'est bon là, Claire? Alors, essayez de le relancer puisque pour l'instant, nous n'avons toujours pas… Voilà, c'était bon. On va y arriver. Est-ce que là, c'est bien? Alors, attendez. Non, toujours pas. Bon, alors sinon, nous allons rester comme ça puisque nous avons aussi un timing à tenir. Donc, il faudra passer. Malheureusement, je n'ai pas d'autre solution. Si ça ne se lance pas, il faudra passer manuellement directement sur votre fichier PowerPoint. Est-ce qu'on est bien là? Je peux y aller? On ne l'a pas en grand écran, Magali. Il faut que vous passiez manuellement sur votre fichier PowerPoint. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Oui. Donc, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Alors, donc, nous avons décidé de faire un focus en effet sur le cannabis, comme le docteur Martini l'a très justement souligné tout à l'heure. Depuis 3 décennies, on a pu noter tout à l'heure sur le graphique que la diffusion du cannabis n'avait cessé de progresser en France et que la cannabis reste la première substance illicite donc diffusée dans la population. Alors, on va pas repartir d'une idée reçue. Est-ce que fumer un joint avant d'aller au travail, finalement, est-ce que c'est grave ou est-ce que ce n'est pas grave? Alors, bien sûr, le cannabis est une substance psychoactive qui entraîne donc un affaiblissement des facultés, une diminution de la mobilité, de la coordination, de la perception, des réflexes, qui peut entraîner bien sûr une diminution donc de la concentration, qui peut entraîner des accidents du travail. Il faut savoir que ça a aussi un effet sur la mémoire à court et à moyen terme. Donc, il y avait un élément aussi qui était important de signaler, c'est que dans un quart des accidents mortels de la route, les produits stupéfiants, psychoactifs, donc, sont présents. Et ce produit psychoactif, dans 85% des cas, il s'agit du cannabis. Alors, on va parler un petit peu de, comment est-ce qu'on va pouvoir dépister ce cannabis. Donc, ce cannabis, on va principalement pouvoir le trouver dans la salive. Donc, il faut savoir qu'il va rester pendant 2 à 3 jours dans la salive. Ensuite, dans les urines, ça va rester 1 semaine si l'usage est ponctuel et jusqu'à plus de 3 semaines si l'usage est quotidien.
Dans le sang, ça va rester environ 24 heures. Donc, il faut savoir que les analyses qui sont faites dans les urines et dans le sang sont des actes médicaux qui ne peuvent être prescrits que par des médecins. Alors, une question aussi qu'on va pouvoir se poser finalement, c'est est-ce que l'employeur peut utiliser des tests salivaires pour détecter la consommation de drogue? Donc, bien sûr, vous savez tous en tant qu'employeur que vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos travailleurs. Donc, à ce titre-là, en tant qu'employeur, vous devez être en mesure donc, de prévenir les risques donc, qui sont liés à la consommation de produits psychoactifs par certains salariés. Donc, vous allez donc être autorisé à avoir recours à ces tests salivaires uniquement pour les salariés qui occupent des postes à risque. Alors, une question qui est importante à se poser, c'est dans quelles conditions est-ce que ces tests salivaires vont pouvoir être pratiqués? Donc, la pratique de ces tests salivaires va être autorisée si elle est bien prévue dans le règlement intérieur, si c'est écrit dans votre règlement intérieur. Et il y a un point qui est important aussi à signaler, c'est qu'en cas de résultat positif, donc le salarié, il doit avoir la possibilité de demander une contre-expertise médicale qui sera, elle, à la charge de l'employeur. Alors, ces tests salivaires, par qui est-ce qu'ils peuvent être réalisés? Donc, ils peuvent être pratiqués donc, par un supérieur hiérarchique qui a reçu une information, une formation appropriée donc sur la manière de faire ces tests et surtout d'en lire les résultats. Donc, il faut savoir que dans ce cadre, l'intervention du médecin du travail n'est pas nécessaire. Alors, bien sûr, donc c'est bien, on a fait les tests, mais finalement, c'est quoi l'intérêt de ce dépistage? Donc, ça va être de pouvoir ouvrir le dialogue avec votre salarié. Ça va être peut-être une prise de conscience aussi pour le salarié lui-même. Vous allez pouvoir donc orienter la prise en charge, donc vers le médecin du travail, qui lui pourra orienter ensuite vers l'addictologue aussi. Et en collaboration avec le médecin du travail, il pourra aussi y avoir un aménagement de poste si besoin. Donc, merci beaucoup Magali. Donc, excusez-nous encore pour le petit souci technique. Le PowerPoint ne se lance pas, mais l'important, c'est que vous puissiez y avoir accès. Alors, on va parler également de ce qu'on appelle la boulomanie, qui fait partie aussi d'une forme d'addiction. Alors, dites-nous en plus, qu'est-ce que la boulomanie concrètement, Magali? Alors, la boulomanie, en fait, ça vient d'un nom anglais un petit peu barbare, donc en fait, qui veut dire l'addiction au travail. Donc, c'est en fait une contraction du mot work et du mot alcoolisme qui donne workaholisme. Donc, c'est de plus en plus présente dans le monde du travail. Donc, en fait, vous, en tant que manager ou en tant qu'employeur, quels sont les signes qui vont pouvoir vous alerter? Donc, en fait, vous allez avoir un salarié qui a un rythme de travail effréné, quelqu'un qui arrive très, très tôt au travail et qui reste très tard le soir. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de travailler. Et tout ça, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner bien sûr une détérioration de la vie de famille, puisque bien sûr, puisqu'il est présent au travail, il n'est pas présent à la maison. Et ça va aussi entraîner des problèmes de santé. On va un petit peu donc développer ici sur la slide que nous avons. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va pouvoir développer comme problème de santé? On va avoir des ulcères, des dépressions, des troubles du sommeil, bien sûr, et ça va pouvoir aussi entraîner des maladies cardiovasculaires. Donc, sachant qu'il y a aussi donc, des personnes qui vont prendre des produits psychoactifs pour pouvoir tenir aussi longtemps. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont ne pas pouvoir se déconnecter. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont, en dehors des heures de bureau, qui vont se connecter à leur PC, à leur téléphone, pendant les heures de repas et même pendant les congés. Donc, surtout, en tant qu'employeur, il faut vraiment être vigilant à cette boulomanie et bien veiller au droit à la déconnexion. C'est vraiment un point très important, surtout à l'heure actuelle. D'accord, effectivement. Et donc maintenant, concrètement, on a eu les questions ont été posées en aparté. Donc, que faire? Quelle est l'attitude à avoir? Quelles sont les démarches à faire quand je suis un employeur face à un employé dans cette situation d'addiction ou si je suis un salarié? Donc, justement, voilà, maintenant, donnez-nous les
idées? Alors, en effet, le rôle de l'employeur à ce moment-là, donc ça va toujours quand même d'être attentif. L'employeur, il va falloir qu'il repère, qu'il l'observe. Alors souvent, il y a des petits signes qui étaient déjà là bien avant, mais qui sont pas toujours évidents à repérer. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir être? Ça va pouvoir être quelqu'un qui a des absences courtes et répétées. Ça va pouvoir être des retards qui vont sur la semaine être plusieurs retards dans la semaine. Ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à rentrer dans l'activité, du mal à se mettre au travail. C'est quelqu'un qui va plus être à l'heure. Voilà, en fait, l'absentéisme, le retard. On va pouvoir aussi noter parfois une irritabilité qui va quand même être plus marquée. Alors aussi, on va pouvoir avoir une personne qui est soit hyper excitée, très volubile, ou alors au contraire, une personne qui est complètement prostrée. On va pouvoir aussi donc voir, alors il y a des signes comme les troubles de l'élocution ou des propos incohérents ou inadaptés. Donc là, je vais faire un petit aparté en tant qu'infirmière. Il faut aussi savoir que ces troubles de l'élocution, des fois, ça peut avoir une cause médicale. Hein. On peut faire un AVC, on peut avoir des problèmes avec le diabète. Donc le trouble de l'élocution, il faut pas toujours non plus lier ça, bien sûr, à la prise de produits psychoactifs. Donc, trouble de l'attention et de la concentration, ça, Monsieur Martini l'a longuement développé tout à l'heure. Modification des fonctions exécutives et décisionnelles. Conflit interpersonnel, si vous avez un salarié qui a des soucis, par exemple, de relationnel avec un collègue. Et bien sûr, une diminution de la vie relationnelle dans sa généralité. Alors, bien sûr, on a repéré, hein, voilà, et maintenant, il va falloir pouvoir mettre en place une évaluation de la situation. Donc, en fait, il va falloir prendre le salarié en entretien, donc entretien individuel, hein, de façon préférable en présentiel, et ensuite, il va falloir qu'on fasse une évaluation des faits. Donc, on reste toujours factuel. On n'est pas là pour juger la personne, bien sûr. Donc, l'idée, maintenant, ça va être d'agir. Donc, agir comment? Ça va être toujours, vous avez le service de santé au travail avec le médecin du travail et donc, on va agir en collaboration avec le médecin du travail pour avoir une prise en charge adéquate. Donc, il faut savoir que chaque employeur, chaque adhérent a le droit de demander une visite médicale pour un salarié à sa demande. Et tous ces éléments, c'est ce qui va permettre ensuite d'engager le dialogue avec votre salarié. Alors, on vient de parler du service de santé au travail, hein, donc il faut savoir que le service de santé au travail, ils sont au cœur de la mission de prévention de la consommation d'alcool et de produits psychoactifs. Donc, il faut savoir qu'ils sont composés d'une équipe quand même qui est pluridisciplinaire, hein, donc qui est composée de médecins du travail, d'infirmiers de santé au travail. Donc, il y a les intervenants en prévention des risques professionnels qui sont aussi appelés plus communément les IPRP, hein, donc ce sont des psychologues, des ergonomes. Il y a aussi les assistantes sociales sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et les différents intervenants en addictologie. Donc, il faut aussi savoir que le service de santé au travail peut agir bien en amont en faisant des actions de prévention primaire auprès de vos salariés, des actions de sensibilisation, donc sur la prévention du risque alcool et des produits psychoactifs. D'accord, merci beaucoup Magali. Donc voilà, on espère pouvoir vous avoir donné quelques indications. On a également beaucoup de questions sur justement que faire quand un salarié présente cette petite pathologie. Donc nous venons de vous les présenter. Surtout, n'hésitez pas de vous appuyer. Donc Laurine, je vous propose de partager à votre tour donc le PowerPoint. Donc comme je vous l'ai dit, nous recevons Laurine Jacob, responsable prévention régionale Grand Est de l'association Addiction France, donc qui a travaillé avec nous sur ce webinaire et qui est donc présente aujourd'hui. Alors pour nous parler de son association, donc effectivement en termes de connexion Internet, nous avons eu quelques petits soucis ce matin, donc nous essayons de voir si Laurine arrive à justement partager, sinon on continuera sur le PowerPoint de Magali. Alors, est-ce que le partage fonctionne, Laurine? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai lancé le partage d'écran. Voilà, j'ai ma petite roue qui mouline. Ah, c'est bon, c'est parfait.
Bien, merci. Donc, je vais vous parler de prévention. Avant de commencer, donc, je vous propose de brièvement vous présenter l'association Addiction France, d'autant plus que peut-être que vous nous connaissez, puisque en fait, précédemment, nous nous appelions ANPA, Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Et donc, depuis le 1er janvier 2021, nous sommes à présent Association Addiction France. Donc, ça représente 1600 salariés répartis sur 90 établissements dans 70 départements. Donc, vous pouvez voir que nous sommes présents au niveau du territoire national. Nous disposons d'équipes pluridisciplinaires, donc aussi bien donc, des professionnels de santé tels que médecins, infirmiers, également des psychologues et aussi des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, CESF ou encore des chargés de prévention. Et nous intervenons donc sur 3 missions principales, à savoir le soin spécifique gratuit. Donc, nous accompagnons des usagers dans la réduction ou l'arrêt de consommation, que ce soit alcool, tabac ou autres produits psychoactifs. Nous proposons des actions de prévention et également des actions de formation. Donc voilà, l'ivresse et les conduites addictives de manière générale doivent être perçues comme des risques professionnels. Et donc, ça renvoie à la responsabilité de l'employeur. Cela a été évoqué précédemment, l'employeur doit assurer la protection et la sécurité de ses salariés. Donc voilà, l'employeur peut être confronté à différentes difficultés. Donc soit vraiment constater une ivresse, mais ça peut être aussi des difficultés de manière chronique telles que des retards, des absences répétées, des erreurs, des accidents du travail qui peuvent l'interpeller et voir s'il n'y aurait pas du coup d'autres problématiques et peut-être qui seraient dues à des conduites addictives. Il est donc important pour toutes les parties présentes au sein de l'entreprise de comprendre, d'analyser et de réduire ces facteurs de risque au travail avec l'appui des services de santé au travail ou des associations telles que la nôtre. Au niveau du cadre juridique, je ne vais pas vous lire tous les articles, mais vous pouvez voir que dans différents codes, donc code du travail, code pénal, code civil, code de la route et code de la santé publique, il est fait mention donc ou référence à la responsabilité de l'employeur en matière de protection de la sécurité et protection de la santé physique et mentale de ces travailleurs. Il y a également quelques dispositions qui interdisent bien la consommation de certains produits sur le lieu de travail. Au niveau des documents juridiques et outils à disposition de l'employeur, donc l'employeur peut l'inscrire voilà, dans certains documents au sein de son entreprise qui sont accessibles du coup par les salariés. Donc nous avons recensé le document unique d'évaluation des risques, l'encadrement des boissons alcoolisées dans l'entreprise, le règlement intérieur et l'organisation des secours. Donc ces différents documents sont travaillés en interne, donc parfois avec ou souvent avec les instances représentatives du personnel et parfois associés avec d'autres structures extérieures telles que les ARACT par exemple. Et donc dans ces outils, l'employeur peut indiquer le fonctionnement par rapport à la manière d'agir s'il constate des conduites addictives. En termes de prévention, donc le modèle d'intervention doit être global et cohérent. Donc en fait, la prévention, c'est une articulation de ces 3 champs que vous voyez. Donc c'est la sensibilisation et l'information. Donc c'est échanger avec ses salariés, c'est les sensibiliser sur les conduites à risque. C'est s'appuyer, on vient de le voir, sur des documents formels, donc régulés en fait par le fonctionnement de l'organisation grâce à un règlement intérieur, grâce au DER. Et c'est aussi la relation d'aide. Donc, c'est si on constate une difficulté chez un salarié de l'ordre donc de conduite addictive, comment on l'accompagne, on ne le laisse pas tout seul, comment on peut l'accompagner, l'orienter. Donc voilà, la prévention, c'est important, c'est l'articulation de ces 3 champs. Pourquoi donc travailler sur la prévention des conduites addictives en entreprise? Eh bien, tout simplement pour maintenir ses salariés dans l'emploi. Pour l'établissement, en fait, c'est garantir la performance sociale, la performance économique, la sécurité juridique. Donc, c'est assurer... on l'a dit tout à l'heure, la protection de ses salariés, c'est éviter les retards, c'est assurer une productivité aussi au sein de l'entreprise, c'est éviter de devoir licencier une personne pour une aptitude. On l'a dit tout à l'heure, donc la prévention s'articule au niveau de 3 champs et il y a possibilité de former, d'intervenir en entreprise, en tout cas pour Addiction France. Donc il y a des actions de prévention et de sensibilisation, donc typiquement des formats de 2 heures auprès de tous les salariés. Donc je dis bien tous les salariés puisque le docteur Martini l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que certaines catégories socio-professionnelles qui sont concernées. Donc c'est important que tous les salariés soient présents lors d'actions de prévention et de sensibilisation. Des formations actions,
Donc, il peut être proposé des formations, là, pour le coup, plus pour des professionnels type manager de proximité, dirigeants. Comment, en fait, je repère, comment j'aborde la question des conduites addictives avec le salarié, comment je l'oriente. Donc, voilà, c'est des compétences à acquérir et on propose des formations en ce sens. Et on peut aller plus loin avec un appui méthodologique, donc travailler avec vous sur des protocoles, la mise en place de projets de prévention, et ceci en collaboration avec les services de santé au travail, selon les besoins et l'état d'avancement en matière de prévention au sein de l'entreprise. L'accompagnement des addictions, donc je fais toujours référence à mon schéma de tout à l'heure. On a vu donc la régulation par différents documents formels internes, les actions de sensibilisation, de formation, et le dernier point, c'est la relation d'aide. Donc il existe différentes structures qui peuvent accompagner les salariés souffrant d'addiction. Donc au sein de Addiction France, nous disposons de XAPA, de centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, de CJC, donc des consultations jeunes consommateurs, donc voilà, dédiées parce que c'est un accompagnement un peu plus spécifique pour ces jeunes et leurs familles. Également des CARUD, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, où nous sommes plus dans ce cas-là dans une réduction des risques et des dommages pour ces personnes. Il existe également des établissements de soins résidentiels, si vraiment il y a des personnes qui ont besoin d'être hébergées et accompagnées dans la réduction ou l'arrêt de consommation de produits psychoactifs. Sans oublier, bien sûr, les services hospitaliers, consultations d'addictologie et les médecins de ville, psychiatres et médecins généralistes. Voilà, tous ces professionnels peuvent accompagner les salariés s'ils rencontrent des problèmes de conduite addictive. Pour terminer, voilà la carte Grand Est pour visualiser où se trouve Addiction France dans notre région. Mais pour aller plus loin et pour voir dans d'autres régions où nous sommes situés, je vous invite à consulter notre site addiction-france.org. Très bien, merci beaucoup. Donc, Laurine Jacob, responsable prévention régionale de l'association Addiction France. Merci à tous d'avoir été présents pour suivre ce webinaire. Donc, en conclusion, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que vous soyez un salarié ou vous soyez un employeur face à une situation d'addiction. Différents organismes et acteurs sont autour de vous, dont en première ligne vos services de santé au travail. Donc, n'hésitez pas à les contacter. C'est très important. Sachez que vous n'êtes pas seul pour gérer cette situation. Nous avons eu alors donc beaucoup de questions pendant la présentation. Je vous rappelle à tous que le replay et la présentation en PDF seront accessibles sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Vous recevrez également un mail avec l'accès direct au replay, donc vous pourrez avoir accès à toutes ces informations et également via votre service de santé au travail. Alors, nous avons eu quelques questions qui n'ont pas été répondues à l'écrit puisque celles-ci avaient été laissées pour la fin, donc je vais pouvoir vous les poser. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, je vais attendre car on avait une question sur un schéma. Je vais vous poser la première question qui sera traitée assez rapidement. On a donc une personne une salariée qui est souvent en état d'ébriété le soir chez elle. Cette personne est auxiliaire de vie, mais on est alors sur une consommation d'alcool dans le cadre privé. Alors, quelle conduite à tenir quand on est employeur, justement, quand on sait que notre salarié a une telle addiction, mais qu'elle ne le présente pas dans le cadre du travail? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, docteur Martini ou Laurine. On va faire à deux voix, c'est une question extrêmement pertinente, puisque c'était tout le lien entre finalement ma liberté individuelle de consommer un produit comme l'alcool par exemple ou le tabac chez moi à la maison et le rôle. On l'a bien vu que souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un glissement. C'est-à-dire qu'au départ, je vais effectivement consommer chez moi et puis si je perds le contrôle de ma consommation, il va y avoir des répercussions sur mon travail professionnel. Ça a été mis sur des signes très discrets, des retards, des difficultés d'accrocher à mon planning. Donc on voit bien que là, on sera dans cette idée de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en retard? De repérer des signes souvent très précoces. Et je pense que, je pense que c'est un manager qui a posé la question, c'est évoquer, c'est dire à son salarié, qu'est-ce qui se passe? Je te sens moins bien, sans préjuger du caractère de consommation ou non d'un produit, on a bien vu, ça peut être complètement autre chose, mais d'ouvrir le dialogue, de dire voilà, moi, j'ai l'impression que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la charge de travail qui est trop difficile? Est-ce que c'est les personnes à qui tu aides sont difficiles en ce moment? Ça peut être tout à fait possible. Et d'amener finalement le salarié à exprimer une difficulté. Après, effectivement, on ne peut pas le forcer, le cuisiner sur le grill pour qu'il nous révèle des choses. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être attentif et de dire, voilà, moi, je suis ton employeur, je suis ton service de santé au travail, j'ai conscience qu'il y a une difficulté,
j'ai la porte ouverte, tu peux m'en parler et on peut t'orienter vers ton SST ou vers une structure spécialisée de soins. Je pense que c'est ça le mot-clé à retenir, c'est être vigilant, être attentif, poser des questions et pas toujours d'emblée focaliser sur la problématique, même si c'est ce qu'on croit, dire voilà, ça peut être tout à fait autre chose. Je consomme de l'alcool non pas parce que, par exemple, au travail, c'est difficile, parce que j'ai été victime d'agression au niveau de mon boulot. J'ai pas voulu vous le dire, mais je suis victime d'agression. Bah, du coup, l'alcool me permet aussi de tenir. N'oublions pas ça. Très bien. Donc, merci, docteur Martini, pour ces précisions. Alors, nous avons beaucoup de questions qui arrivent. Donc, on continue à essayer d'y répondre également à l'écrit, parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions à l'oral. Vous en posez vraiment beaucoup. Sachez également que nous avons eu des questions d'ordre juridique. Est-ce que j'ai le droit en tant qu'employeur de faire ça, de surveiller, de surveiller une connexion, vous voyez, de se servir. Alors, nous sommes service de santé au travail, donc sachez que nous ne pouvons pas vous apporter non plus une réponse juridique. Ce n'est pas du tout de notre fait et de nos connaissances. Alors, nous avions une question sur les sources. Donc, docteur Martini, les premières courbes que vous avez présentées sur l'évolution justement de la consommation, est-ce que vous pouvez nous dire, on ne l'a pas noté sur la diapositive, mais de mémoire, vous l'avez pris dans le baromètre? Alors, il y a énormément, alors là, il y a pléthore, vous tapez, alors je ne vais pas citer de marque, je vais la citer quand même, on peut taper sur Google et on a énormément d'éléments qui vont vous apparaître. Alors, il y a un site très important, c'est l'OFDT. C'est un organisme qui va collecter toute une série de données et il publie régulièrement un baromètre santé, il publie régulièrement aussi des chiffres repères clés en population générale. Et puis, vous avez d'autres organismes, l'OFDT+, la MILDK, c'est interministériel, qui va se charger de focaliser sur certains types de données, de sources. C'est par exemple, effectivement, les sources que je vous ai citées par rapport au monde du travail, que j'ai utilisées sur les consommations dans le monde du travail. Donc, vous avez pléthore, effectivement, de sources à votre disposition, mais l'OFDT vous permet de sortir, effectivement, de manière très, très rapide, un ensemble de documents. Et puis, vous avez des sites aussi comme l'association Addiction France, qui peut une base documentaire, vos SST aussi, puisqu'il y a beaucoup d'addictologues dans les SST, peuvent aussi vous aider à avoir une base documentaire à votre disposition. D'accord, merci. On avait une question pour Magali pendant votre présentation qui était de savoir, y a-t-il également un phénomène de stockage du THC au niveau des graisses du cerveau avec un effet de relargage quand la consommation est faite par voie orale, gâteau au cannabis? Alors, là, j'avoue que c'est une question assez pointue. Voilà, c'est une question assez pointue. Je ne sais pas si Monsieur Martini peut m'aider. Alors oui, vous avez raison. La substance psychoactive, c'est la substance qui va finalement donner ses effets. C'est le tétrahydrocannabinol. Et c'est une substance qui est très lipophile. Alors derrière ce mot barbare lipophile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se fixer effectivement dans les tissus qui sont riches en graisse. Et les tissus riches en graisse, c'est les adipocytes. Donc lorsqu'il y a des jeûnes prolongés, on a effectivement remarqué un relargage. C'est-à-dire que quand mon adipocyte, quand ma graisse, elle est évacuée, et ben du coup, le THC, il est évacué et peut se retrouver effectivement dans les urines. Donc on a eu effectivement ces aspects-là de relargage. Ce qui pose question et ce qui explique aussi peut-être le fait qu'on peut trouver dans les urines, lorsqu'on est un consommateur régulier de cannabis, finalement du THC présent 70 jours après, finalement, voilà. Donc c'est vraiment ça qui explique. Donc ça pose effectivement toute la question de si je consomme un joint, est-ce que 6 jours après j'en trouve dans les urines, est-ce que je suis sous l'effet du produit psychoactif ou pas? Est-ce qu'on peut doser? Je rappelle qu'en prise de sang, au médico-légal, on peut doser jusqu'au microgramme. On peut aller très très loin dans le dosage du cannabis, notamment sanguin. Mais après, je veux dire, la biologie ne règle pas tout. Attention au mythe de la biologie qui règle tout. Ça pose souvent plus de questions que ça n'apporte de réponses. Alors, nous avons vraiment énormément de questions. Nous en avons une vingtaine depuis que nous vous proposons une question. Nous ne pourrons pas toutes les traiter. Ce n'est pas possible. Surtout que nous avons un timing à tenir. Donc, j'invite les personnes en back-office à continuer à répondre aux questions. Et lorsque l'on aura fini, on essaiera également, si vous êtes encore disponible, quelques minutes pour apporter une réponse écrite. Alors, on a parlé des tests salivaires au niveau du cannabis, donc qui étaient autorisés par un employeur pour les postes à risque. On nous demande également si un employeur peut procéder à des tests par éthylotest. De la même manière, quelle est la politique sur les tests d'alcool en entreprise? Alors après, on est sur le même principe en fait que pour les tests salivaires pour le cannabis. Si dans le règlement intérieur de l'entreprise, le directeur autorise un
un salarié qui a eu une formation, comme pour les tests salivaires, hein, à faire des tests d'alcoolémie, bien sûr, c'est possible. D'accord. Voilà, donc vous avez cette réponse. Alors, on a peut-être encore le temps, 1 ou 2 minutes pour une petite question. Alors, une question qui est revenue quand même plusieurs fois, donc on va y répondre en même temps. Que peut-on faire quand nous n'arrivons pas à convaincre, quand le salarié refuse le dialogue? Nous avons eu cette question qui est revenue plusieurs fois. Voilà, que peut-on faire en tant qu'employeur face à ça? Alors, je ne sais pas, peut-être Laurine ou docteur Martini aux situations-là qui revient assez souvent. Je laisse peut-être la parole à Laurine, parce que sinon je vais monopoliser. Puis... Alors après, qui refuserait le dialogue déjà dès l'échange avec le manager, en fait, qui refuserait, j'imagine, à ce stade-là, je pense. Hein. C'est une très bonne question, effectivement, c'est un peu... Je pense qu'il faut avoir l'approche... J'avoue que je n'interviens pas en entreprise, donc du coup, je vais essayer de voir comment je peux répondre à cette question. En tout cas, nous, à notre niveau, on forme justement les managers sur l'approche. Après, il faut voir au niveau du questionnement comment ça a été abordé aussi. Après, j'imagine ça s'associe aussi avec les services de santé, de santé au travail. Là, je suis un petit peu perdue dans la question. Je vous avoue, je ne saurais pas répondre exactement comment mes collègues qui, eux, interviennent en entreprise font. Après, c'est vrai que... la personne, je pense que c'est au niveau aussi du questionnement, de la relation que l'on a avec, le contexte va influer aussi sur comment la personne refuse, comment elle peut réagir. Ça dépend comment c'est abordé aussi avec cette personne-là. Après, c'est sûr que si elle veut pas se confier, je sais pas pour le coup si les services de santé au travail peuvent être un appui. J'imagine. Oui, c'est pour ça. Je vous ai lâchement laissé la parole. Hein. J'avoue que je vous ai lâchement laissé la parole. Non, il n'y a pas de souci. C'est une question extrêmement difficile et je crois qu'on pourrait faire un webinaire complet là-dessus. Tant les situations sont différentes et le contexte est différent, mais effectivement, vous avez raison. C'est effectivement toujours être. Alors après, on doit mettre en situation de sécurité aussi de son entreprise. Un individu qui a un trouble du comportement aigu, je ne préjuge pas du caractère de la prise de produit ou pas, doit être mis en sécurité. Et on doit tout faire pour amener à sécuriser ce salarié. Et là, effectivement, c'est prendre contact rapidement avec son SST pour faire le point avec lui. Et vraiment une approche qui est vraiment... c'est de la dentelle. Hein. C'est de la dentelle parce que je vous ai dit, chaque individu est différent, chaque mode de fonctionnement d'entreprise est différent, il n'y a pas de règle clé. Donc c'est vraiment la question tarte à la crème. Je vous remercie de l'avoir posée enfin parce qu'on va avoir juste un sentiment de frustration. Mais néanmoins, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos SST et des associations de prévention pour faire vraiment un diagnostic et vous donner des clés. L'addiction, c'est une maladie longue, hein, c'est pas quelque chose. Alors, on est face à un trouble du comportement aigu, mais nous, dans l'approche de santé au travail, dans l'approche prévention et dans l'approche addicto, on est sur du très long terme, on est sur du long terme. Et quelquefois, ça rentre en conflit, effectivement, avec un manager qui dit, mais moi, il consomme, faut qu'il arrête tout de suite parce que ça va pas aller. Alors que nous, on est sur l'accompagnement, le soin, qui peut prendre quelquefois plusieurs années. Donc, il faut qu'on se discute, il faut qu'on parle et qu'on mette, si vous voulez, notre chronomètre au même niveau. Voilà. D'où l'intérêt des visites qui peuvent être faites donc à la demande de l'employeur. Et l'employeur peut bien sûr prendre le temps de téléphoner au médecin du travail et d'échanger avec lui. C'est vraiment un travail qui doit être fait en collaboration. Très bien. Alors, je vais prendre une dernière question, hein, puisqu'il est déjà 11h et que voilà, nous devons aussi terminer ce webinaire. Donc, c'est une question aussi qui est revenue plusieurs fois. Alors, sans aborder, encore une fois, nous sommes les services de santé au travail, nous n'avons pas d'aspect juridique. Hein. On nous a beaucoup demandé qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sanctions, quelles sont les responsabilités de l'employeur. Arriver dans ces détails-là, ce n'est pas nous qui pouvons vous conseiller. Hein. Il faut vraiment faire appel à un service juridique. Mais c'est vrai qu'on a quand même souvent la question de savoir s'il n'y a pas de sanctions prévues dans le règlement intérieur, hein, puisqu'on a dit que les tests, les éléments devaient être inscrits au règlement intérieur. Si ce n'est pas le cas, quelle est la meilleure solution à adopter? Donc, je ne parle pas encore une fois d'un point de vue juridique, mais admettons que le règlement intérieur ou le DUER ne présente aucune information sur la conduite à tenir. Donc, pour conclure, quelle est la meilleure attitude à avoir en tant qu'employeur face à ce salarié? On va reprendre un peu ce qu'on a dit, mais on va également, je pense, conclure sur ça, qui a été une question souvent posée. Docteur Martini, en tant qu'addictologue, peut-être? Oui, alors je vais peut-être me répéter. Alors, c'est vrai que lorsque c'est on a, quel que soit le texte, si quelqu'un est en situation de détresse ou d'urgence, on doit intervenir.
C'est pas parce que c'est pas noté dans le texte, dans le règlement intérieur qu'on doit pas prendre en charge un patient, un salarié, pardon, en difficulté. Il faut que ce soit effectivement obligatoirement quelqu'un qui est en difficulté. Il faut pouvoir intervenir et le mettre en sécurité le salarié et mettre en sécurité les autres aussi salariés. On est d'accord, on a aussi une responsabilité sur le salarié qui a une difficulté addictive, mais il faut pas oublier le collectif. Et peut-être une notion qu'on a oubliée, il faut aussi s'occuper du collectif derrière, qui va pouvoir quelquefois gérer cette situation aussi. Donc, mettre en sécurité, et là, s'il y a un contexte de trouble du comportement aigu, c'est effectivement le SAMU qui doit être apporté. Je veux dire, Voilà. Effectivement, je crois qu'il faut appeler le SAMU, etc. S'il y a le secouriste au travail, il faut effectivement avoir cette ressource-là. Si on est une très petite entreprise, c'est peut-être passer un coup de bigophone, effectivement, à votre SST qui est ouvert et qui permettra de trouver une réponse rapidement à votre contexte. Mais là, on est vraiment dans le détail Oui, voilà. Merci, donc, docteur Martini, on est dans le détail, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions sur que faire si un salarié vient. Voilà, donc si vous n'avez pas d'informations dans votre règlement intérieur, dans votre DUER, voilà, qui vous indique la conduite à tenir, n'hésitez pas en fonction de la situation, au niveau de la personne qui est là, donc soit à contacter votre service de santé au travail, soit à contacter, comme l'a dit docteur Martini, le SAMU également. Sachez que vous n'avez pas en tant qu'employeur à gérer ça tout seul. Donc, n'hésitez pas surtout à contacter les associations, les organismes qui gravitent autour de vous. Eh bien, écoutez, il est 11h05, donc je vous propose de conclure notre webinaire. Nous avons eu effectivement beaucoup de questions. Nous allons essayer de répondre aux dernières encore à l'écrit pour ceux qui sont disponibles. Donc, je vous rappelle que ce webinaire va être disponible en replay dès que nous l'avons terminé. Et également, la présentation sera disponible en PDF sur le site association-geste.org. N'hésitez pas également à demander à votre service de santé au travail. D'ici cet après-midi, ils seront disponibles au plus tard en début de semaine prochaine. Donc, je vous remercie, donc vous trois, pour votre intervention, pour vos réponses aux questions sur ce sujet. Merci Laurine Jacob d'avoir été aussi présente avec nous pour montrer que les services de santé au travail ne travaillent pas seuls non plus et savent aussi s'entourer d'organismes et d'associations ciblées en fonction de la thématique. Je remercie aussi chaudement mes trois collaboratrices qui sont en back-office et qui n'ont pas arrêté depuis 1 heure de taper et de répondre aux nombreuses questions qu'on a reçues. Je vous propose de répondre sur l'onglet sur votre droite à 3 petits sondages que nous venons de publier pour pouvoir nous faire un petit retour sur ce webinaire. Donc, vous pouvez répondre même quand celui-ci est encore terminé. Donc, le mot de la fin, merci à tous. Merci. 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 Et puis, nous vous souhaitons tous une agréable journée et un bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas à parler autour de vous si vous avez une suspicion d'un comportement d'addiction. Les personnes, le plus souvent, ont besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.